crois qu'on... Bonsoir. On va pouvoir démarrer, je pense, cette table ronde. Et je vais appeler Morgane Van de Waal, qui travaille au musée d'histoire naturelle, pour introduire cette conférence. Merci. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au musée d'histoire naturelle de Lille. Nous sommes ravis d'accueillir Vilogia ici ce soir et avec qui nous entamons une première collaboration. Nous sommes ravis également de pouvoir organiser cette conférence ici au musée qui prend tout à fait sa place au cœur du cycle de conférences que nous organisons tout au long de l'année. Le biomimétisme est un sujet très très intéressant qui interroge la façon dont l'homme vit dans son environnement, et cette question est vraiment au cœur des préoccupations du musée au quotidien et aussi à travers son projet culturel et scientifique. Ce sont des préoccupations et des thématiques qu'on retrouvera d'ailleurs très prochainement au sein du musée à travers une programmation riche et variée d'événements qui prendront place à l'occasion de la saison Utopia de Lille 3000. Donc je vous invite à revenir au musée à partir du mois de mai pour retrouver toute cette programmation. Et donc voilà, je vous laisse la parole et vous souhaite une bonne rencontre. Merci beaucoup, Morgane. Donc, moi, je me présente, je suis Mélanie Bernard, je suis designer, et avec l'équipe de Station V, by Vilogia, on est ravis de pouvoir vous accueillir ce soir au sein du musée d'histoire naturelle, d'autant plus que voilà, le sujet du biomimétisme fait vraiment écho, voilà, et que donc pour nous, c'est super de pouvoir parler de ce sujet dans un endroit et dans un lieu aussi emblématique. Donc, avec moi ce soir, j'ai la chance d'avoir 3 experts pour évoquer le sujet. Voilà. Et donc, ce soir, on va pouvoir parler de ce vaste sujet avec Marie Darul, qui est chargée du déploiement du biomimétisme en région Hauts-de-France au sein du CBIOS. Ensuite, j'aurai la chance de pouvoir accueillir Laure Frémaux, qui est manager biodiversité et référente biomimétisme pour la société Elan. Et enfin, Fabien Lasserre, responsable innovation technique de chez Vilogia, nous expliquera comment est-ce que Vilogia a envie de se saisir de ce beau sujet du biomimétisme. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Marie Darul, qui va pouvoir justement vous redonner un petit peu de contexte et aussi vous redéfinir qu'est-ce qu'on entend derrière le biomimétisme en termes de sémantique, et voilà, comment est-ce que son laboratoire de recherche travaille sur ce sujet. Merci beaucoup Mélanie. Merci également à Vilogia et Station V de m'accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet du biomimétisme, qui en effet est très intéressant par rapport aux enjeux de la ville de demain. Donc voilà, ça va être assez rapide, hein. J'ai 25 minutes pour vous parler de biomimétisme. On pourrait en parler voilà, pendant une soirée, des journées, une semaine, sans aucun problème. Donc j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Alors, je commence par la traditionnelle présentation de ma structure, qui est le CBIOS. Donc, le CBIOS, ça a été créé en 2014. À l'époque, c'était une association. C'est devenu une société coopérative d'intérêt collectif depuis 2021. Donc, c'est tout récent. On compte 74 sociétaires, un collège scientifique, un collège éthique, également, enfin conseil plutôt. Le siège historique est à Senlis et la raison d'être du CBIOS est d'accélérer la transition écologique par le biomimétisme. Donc en fédérant des acteurs experts, en développant des ressources et également en accompagnant les différents secteurs d'activité. Donc nous sommes 25, profils très, très diversifiés, et nous travaillons avec plus de 400 acteurs sur différents secteurs, le transport, le bâtiment qui va nous intéresser aujourd'hui, les cosmétiques, etc., etc. Nos 3 axes d'action, donc explorer, vous l'aurez, et vous le comprendrez aussi pendant cet exposé. On a besoin d'être en processus de recherche permanent pour comprendre tout ce qui se déroule dans la nature, et notamment on développe des outils, des ressources, on accompagne et on porte plusieurs thèses
Voilà, donc on a un lien très très fort avec la recherche. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect. Le second aspect, c'est l'innovation. C'est-à-dire, voilà, on va travailler avec les industriels, les entreprises qui souhaitent intégrer la bio-inspiration, le biomimétisme dans leur R&D. Et voilà, l'idée, ça va être de les accompagner pendant tout ce cheminement pour faire de l'innovation bio-inspirée. Et le dernier point, c'est déployer. Donc, c'est comment on va connecter les experts entre eux, comment on va mettre en place des modules de formation, de sensibilisation sur le biomimétisme, communiquer, et également travailler aussi avec les territoires, et notamment en région Hauts-de-France. Depuis quelques mois, il y a un gros projet qui vise à déployer le sujet du biomimétisme en région. Voilà. Qui est cofinancé notamment par le Conseil régional et l'ADEME. On a également une cellule habitat et architecture, important de le préciser avec la thématique d'aujourd'hui, où on accompagne, on travaille avec les acteurs de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. On travaille sur le co-développement de méthodologie. On anime des réseaux, et Laure en parlera tout à l'heure, le Biomime City Lab, qui est un réseau national sur le sujet du biomimétisme dans l'architecture, et puis la formation. Et voilà, j'en ai quasiment terminé avec la formation qu'on est en train de lancer pour voilà, accompagner à la conception de bâtiments bio-inspirés et régénératifs. J'en ai fini avec la présentation. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Le biomimétisme, donc voilà, c'est un mot qu'on entend beaucoup. D'où ça vient? Donc, il faut savoir que voilà, sur Terre, on est 8,7 millions d'espèces et que voilà, la nature, c'est un extraordinaire laboratoire de recherche et développement qui a été créé, qui a été monté il y a 3,8 milliards d'années. Donc, la nature a eu le temps d'éprouver pas mal de choses. Et en fait, voilà, toutes ces espèces qui ont vécu sur Terre ou qui vivent actuellement sur Terre font l'objet de sélection naturelle. Et ça, c'est un des mécanismes fondamentaux en fait, de l'évolution des espèces. Et en fait, ça fonctionne par essai-erreur, c'est-à-dire que la nature va comment dire, faire des variabilités, va faire varier des caractères individuels chez les espèces. Et en fait, va sélectionner, grâce à ce processus de sélection naturelle, les caractères individuels qui fonctionnent le mieux et qui permet à l'espèce de survivre. Donc, le biomimétisme, c'est pas tout nouveau. Déjà, Léonard de Vinci voilà, s'inspirait de la nature pour ses inventions. Donc Pierre-Gilles de Gennes, qui est un prix Nobel de la physique également, donc qui a intégré l'inspiration de la nature dans ses travaux. Et Janine Benyus, donc, qui est une scientifique américaine, c'est un petit peu la pionnière du biomimétisme moderne, on va dire. C'est comment on va venir s'inspirer du vivant pour innover de manière durable. Et ça va vraiment être le cœur en fait du biomimétisme. Alors, quelques exemples emblématiques de bio-inspiration et de biomimétisme. Pour l'instant, on ne rentre pas encore sur le sujet du bâtiment. Vous verrez que c'est une démarche qui est vraiment multisectorielle. Mais quelques exemples qui me semblaient importants de vous montrer, que vous connaissez peut-être. C'est par exemple le velcro, donc le scratch, l'adhésif sec, qui comment dire, ça a été inspiré en fait de la fleur de bardane, qui grâce à des systèmes de crochets, en fait, s'accroche à la fourrure des animaux. Ou l'effet lotus. L'effet lotus, en fait, le lotus a des feuilles qui sont complètement hydrophobes. Et donc, les gouttes, par gravité, en fait, vont déperler le long de la paroi et entraîner avec elles les saletés, les poussières. Et donc ça, on s'en est inspiré pour faire des systèmes auto-nettoyants, par exemple sur les carrosseries ou les vitrages. Le Shinkansen, le fameux TGV à haute vitesse japonais, qui s'inspire du martin pêcheur, et notamment de son profil, pour passer d'un milieu dense, enfin peu dense plutôt, comme l'air par exemple, martin pêcheur qui va dans l'eau, donc un milieu beaucoup plus dense. Et en fait, le train fait pareil, va passer d'un milieu peu dense, donc l'air, dans les milieux plus denses, donc les tunnels. Et en fait, ce profil va permettre de limiter les ondes de surpression. C'est-à-dire que le TGV va gagner en vitesse et va consommer moins d'énergie. Et enfin, vous n'êtes peut-être
poser la question, quand vous prenez l'avion, il y a des winglets, les ailes qui sont un petit peu recourbées. Et donc ça, c'est pareil, hein, c'est pas du hasard ou une fantaisie des concepteurs. En fait, les ingénieurs se sont inspirés notamment des oiseaux, des rapaces, qui recourbent donc un petit peu les ailes pour améliorer en fait la portance et limiter en fait les turbulences. Merci. Voilà. Donc, biomimétisme, j'ai parlé de biomimétisme, de bio-inspiration. Alors, il y a des petites différences entre ces termes. Il y a beaucoup de termes qui gravitent autour du sujet. Donc, je voulais repréciser ça aujourd'hui. Ça me semble important. La bio-inspiration, en fait, ça va être la démarche de s'inspirer du vivant dans une démarche créative. Voilà, de manière générale. La biomimétique, donc le rond violet que vous voyez au centre, c'est le mécanisme en fait qui va être adopté pour transposer le modèle biologique que vous voyez dans la nature à votre innovation technologique, par exemple. Et le biomimétisme, ça va être comme la bio-inspiration, sauf que là, il y aura une finalité très importante, et notamment par rapport au thème qu'on va aborder aujourd'hui. La finalité du biomimétisme, c'est de répondre en fait aux enjeux de transition écologique, économique et sociale. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la chose à garder en tête pour cette première partie de présentation. C'est que le biomimétisme, c'est une philosophie des approches conceptuelles interdisciplinaires prenant pour modèle la nature afin de relever les défis du développement durable. Et c'est un concept, une démarche qui est normée. Donc, il faut retrouver les normes associées. Alors, 2 chemins pour faire du biomimétisme, ça me semble aussi important de préciser ça. Pour bien comprendre un petit peu la démarche. La solution-based, excusez-moi pour l'accent anglais, en gros, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour le Velcro, c'est un petit peu la démarche historique, c'est comment on s'inspire de modèles biologiques d'intérêt dans la nature, donc on a vu que par exemple la fleur de Bardane s'accrochait, et comment on va venir en fait la transposer à un produit donc, qui est le Scratch. Et ensuite, il y a le deuxième chemin, qui est peut-être un petit peu plus récent, c'est problem-driven. Et en gros, c'est, voilà, on a une problématique technique, et on va chercher, en fait, dans la nature, des modèles biologiques qui permettent, en fait, en faisant abstraction, bien sûr, de l'espèce concernée, qui pourraient être, transposés à une innovation, à un produit, à un service, à un territoire, à une organisation, puisque c'est très très large. Le biomimétisme, on peut l'utiliser vraiment sur pas mal d'applications. Voilà. Autre chose qui me semble important de dire par rapport au biomimétisme, c'est que le vivant a un cahier des charges. Le cahier des charges du vivant, en fait, regroupe des principes de fonctionnement qui vont permettre aux espèces de vivre durablement sur Terre. Je m'explique, par exemple, sur l'énergie. La totalité des êtres vivants vont fonctionner et vont avoir recours en fait, à une énergie qui est abondante, qui est l'énergie solaire. Il n'y aura pas d'autres typologies d'énergie qui seront utilisées. Pour les matériaux, en fait, on est vraiment sur une optimisation des ressources et des matériaux qui constituent les différents organismes vivants. Et tous les matériaux vont être multifonctionnels, c'est-à-dire on va vraiment optimiser les ressources au maximum. La nature, également au niveau de la chimie et de la mise en place de composés chimiques, va utiliser les atomes que l'on trouve le plus en fait, dans notre monde, hein, donc l'oxygène, l'azote, l'hydrogène et le carbone principalement. Et tous ces processus de chimie, de constitution de molécules vont se faire à température et pression modérée, donc celles que l'on retrouve dans l'atmosphère, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est quelques points que je voulais souligner, mais on remarque que ce cahier des charges du vivant converge très fortement avec le cahier des charges du développement durable, et notamment les stratégies nationales et internationales de la transition énergétique. Donc, par exemple, aller vers des énergies renouvelables, séquestrer le CO2, préserver les ressources, passer dans une dynamique d'économie circulaire, etc., etc.
Voilà, et vous l'aurez compris, c'est une démarche qui est multisectorielle. Donc on parle du bâtiment ce soir, mais on peut tout à fait parler du biomimétisme dans la chimie, dans l'énergie, le transport, etc. Voilà, donc maintenant je zoome encore un petit peu et on va partir sur le sujet de l'habitat. Il me reste combien de temps, Mélanie? 15 minutes. 15 minutes, parfait, merci beaucoup. Sur le sujet de l'habitat. Donc, vous le savez tous, le bâtiment, c'est un des secteurs, comment dire, les plus importants, enfin, en tout cas, un superbe levier pour essayer de limiter l'impact de l'homme sur l'environnement. Un gros enjeu au niveau de la transition écologique. Et voilà, on le voit hein, au niveau du secteur du bâtiment, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par voilà, les différents professionnels, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, concepteurs, entreprises, pour voilà, limiter les consommations de ressources, aller vers des bâtiments qui sont de plus en plus performants d'un point de vue énergétique, aller choisir par exemple des matériaux qui ont moins d'impact sur l'environnement, qui sont renouvelables, des matériaux biosourcés. Et en fait, le biomimétisme, c'est une approche qui est complémentaire, qui est connexe à ces sujets-là. Et qui peut nous proposer d'autres solutions pour peu qu'on s'intéresse et qu'on regarde un petit peu ce que propose le vivant. Voilà, donc l'homme met en place pas mal de solutions. Certaines sont de vraies solutions durables dans le temps. D'autres sont peut-être, on ne sait pas, ou on saura peut-être bientôt, des bombes écologiques à retardement. Donc c'est intéressant de voir ce que la nature a à nous proposer. Je resitue juste quelques enjeux au niveau de la ville et du bâtiment de demain. Donc, question énergétique. Donc, on voit que le secteur du bâtiment, c'est l'un des secteurs qui consomme le plus d'énergie, qui émet le plus de gaz à effet de serre. Il y a également la question des îlots de chaleur dans les villes. Donc voilà, avec notamment les phénomènes de canicule qui vont voilà, peut-être s'intensifier, devenir plus fréquent. Et puis la question aussi des ressources utilisées pour faire le bâtiment. Donc je vous ai mis quelques chiffres pour d'illustrer mes propos, mais voilà, c'est pas le cœur de la présentation aujourd'hui. Mais en tout cas, le biomimétisme peut être une approche pour répondre à ces enjeux, et je vais vous montrer ça à travers différents exemples emblématiques de bâtiments. Donc le biomimétisme, c'est intéressant puisqu'il va en fait nous permettre de jouer à différentes échelles. Donc les espaces intérieurs, les bâtiments, quartiers, les villes, territoires. Et en fait, il y a deux approches pour faire du biomimétisme. Deux approches différentes, mais complètement complémentaires. La première, c'est l'approche fonctionnelle. Donc vous voyez, c'est comment on va répondre en fait à une fonction du bâtiment. Donc la régulation thermique, ça peut être le confort intérieur, la température, la consommation d'énergie, le confort acoustique, la régulation lumineuse, etc., etc. Donc là, voilà, il y a ces approches fonctionnelles et l'idée, c'est, voilà, on veut, par exemple, un bâtiment qui soit protégé des problèmes de surchauffe. On va aller observer des espèces qui présentent donc des fonctions intéressantes à ce niveau-là. Et qui ont développé en fait des systèmes pour se protéger de la chaleur. Et ensuite, l'idée donc c'est de voir comment les transposer à notre contexte de bâtiment, d'enveloppe et du bâtiment. Donc ça, c'est la première approche. Et la deuxième approche, c'est une approche un petit peu plus globale, c'est l'approche écosystémique, c'est-à-dire que voilà, que vous soyez dans une forêt, que vous soyez au bord de la mer, que vous soyez voilà, dans des lacs, etc., vous avez des écosystèmes, c'est-à-dire que tous les êtres vivants interagissent les uns avec les autres. Et en fait, il n'y a nul être vivant qui peut fonctionner tout seul. Il y a toujours des liaisons, de l'approvisionnement, par exemple, en ressources. Il peut y avoir du support, l'aide au transport. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et l'idée de cette approche écosystémique, c'est de voir comment on peut réintégrer le bâtiment au sein de son environnement et aussi lui permettre à ce bâtiment, donc qui va puiser dans l'écosystème hein, pour fonctionner, aussi lui permettre à ce bâtiment de rendre en fait un service à son écosystème. Donc il y a quelques exemples que je vous présenterai après.
Donc au niveau de l'architecture et sur l'approche plutôt fonctionnelle, il y a vraiment une diversité de challenges et sur lesquels on peut appliquer une démarche biomimétique. Notamment la question de la température, du confort intérieur, de la consommation d'énergie. Le côté plutôt structurel, le côté matériaux, les techniques de construction, les impacts, la gestion des flux, qu'ils soient de matière, de déchets, d'eau, d'air. Voilà. Alors, un premier exemple, donc là je vais vous présenter quelques exemples emblématiques voilà, qu'on peut trouver à travers le monde. Et premier, c'est la question de la structure allégée, et notamment Frey Otto, donc, qui a été un architecte allemand. Je crois qu'il est décédé il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Et du coup, Frey Otto s'est posé la question de, voilà, aujourd'hui, au niveau de la structure, comment je peux mettre en place des structures qui soient résistantes, légères, et couvrir le plus de surface possible en fait, en économisant la matière, en utilisant le moins de matière possible. Et en fait, Frey Otto s'est intéressé à la toile d'araignée. La toile d'araignée, donc, qui par nature est à la fois résistante et à la fois légère. Il s'est également intéressé aux coquilles. Donc voilà, les coques et coquilles, en général, c'est aussi assez léger, très résistant. Et en fait, c'est basé sur l'aspect structurel de ces éléments pour constituer les toitures tendues. Donc vous voyez, par exemple, ici. Donc en haut, c'est le stade de Munich, et en bas, c'est le pavillon qui date de 72. Et en bas, c'est le pavillon de l'exposition universelle de Montréal, le pavillon allemand, qui date de 67. Donc c'était l'un des pionniers d'utilisation du biomimétisme et d'inspiration du vivant pour économiser en fait de la ressource pour faire la structure. Alors là, j'aime bien cette diapo parce qu'en fait, chaque être vivant a une enveloppe, et l'enveloppe en fait va faire le lien entre l'organisme et puis son milieu. Donc on peut avoir la peau, pour les humains par exemple, les poils, les fourrures, les plumes, les écorces. Et en fait, c'est cette enveloppe qui va gérer toutes les interfaces avec l'environnement pour protéger l'organisme qui est à l'intérieur, entre guillemets. Donc par exemple pour la chaleur, pour la lumière, pour l'air, l'eau, le bruit, et puis également pour protection mécanique. Et c'est une approche qui est, en tout cas, on peut imaginer facilement que l'on va pouvoir s'inspirer de ces enveloppes pour les transposer en fait au niveau du bâtiment. Et là, je vais vous présenter quelques exemples d'enveloppes du bâtiment qui ont été bio-inspirées de la nature pour justement rendre un service au bâtiment. Alors, le premier exemple, c'est la pomme de pin. Donc la pomme de pin, en fait, s'ouvre et se ferme en fonction du taux d'humidité de l'air. Donc elle va se fermer quand il fait humide, tout simplement pour protéger la graine de la moisissure, par exemple, et puis aussi parce qu'une graine qui est mouillée, ça va moins loin. Et elle va se réouvrir pour permettre à la graine de se disperser. Et voilà, donc là, l'idée de ICD, donc c'est un laboratoire à Stuttgart, c'était de s'inspirer de ce mécanisme d'ouverture basé sur les conditions climatiques extérieures pour cette fois-ci donc proposer une façade avec des matériaux autoréactifs qui vont protéger l'intérieur du bâtiment de la lumière et de la chaleur. Donc voilà, ici, le laboratoire s'est inspiré du mécanisme, du modèle biologique de la pomme de pin pour en faire un matériau autoréactif pour la façade du bâtiment. Donc ça, c'est un pavillon. Je sais qu'il y a un pavillon qui est à Orléans et qui est énormément visitable. Un deuxième exemple que j'aime beaucoup aussi parce que je trouve la fleur très belle d'un point de vue esthétique, c'est la fleur d'oiseau de paradis, et notamment les parties bleues que vous voyez, c'est l'étamine en fait. Et en fait, au niveau de la pollinisation, l'oiseau de paradis, en fait, la pollinisation se fait par des oiseaux qui vont sauter un petit peu de fleur en fleur. Et cette étamine donc, est plutôt plate. Et en fait, quand l'oiseau vient se poser dessus, donc il y a une faible pression, en fait, un faible mouvement. Et grâce à ce faible mouvement, l'étamine va changer complètement de forme, vraiment pour accueillir l'oiseau, mais également
faire sortir les anthères et rendre le pollen plus accessible, et donc favoriser la reproduction du coup de la fleur de paradis. Donc le modèle biologique ici, c'est le changement de forme suite à une petite pression, un petit mouvement. Et c'est ce qui a été reproduit au pavillon One Ocean en Corée du Sud. C'est voilà, comment, pour en faire des brises-soleil, donc pour protéger aussi de la lumière et de la chaleur, c'est comment, en appliquant un minimum d'énergie, donc en haut et en bas des différentes lames, on arrive à créer une instabilité mécanique, on arrive à les déformer et on arrive à laisser passer ou pas la chaleur et la lumière. Troisième exemple, à Kyoto, c'est les tétraèdres de Sierpinski. Donc en fait, là, ici, les ingénieurs se sont basés toujours dans cette problématique de lumière et de chaleur, ont observé les arbres et notamment remarqué cette géométrie fractale et se sont basés justement sur création d'une toiture donc d'une certaine forme, qui est le tétraèdre de Sierpinski, c'est dur à dire, de Sierpinski. Et en fait, on a constitué un système d'ombrage passif. C'est-à-dire que, vous voyez, le tétraèdre est ouvert, il va laisser passer l'air, il va laisser passer la pluie, par exemple, s'il pleut. En fonction de l'heure de la journée et de la position du soleil, va laisser passer ou non les rayons solaires. Et donc, par exemple, en début et fin de journée, les rayons solaires vont pouvoir passer, donc il y aura l'éclairage. Et quand le soleil sera au zénith, donc aux heures les plus chaudes, la forme est faite de telle façon à pouvoir vraiment couper ce qui est en dessous des rayons du soleil et garder de la fraîcheur. Un autre exemple, ici inspiré du durian qui est un fruit asiatique. Et là, en fait, c'est sur le théâtre de Singapour. Avec la mise en place de brises soleil fixes. Donc là, c'est pareil, en fonction de l'orientation du soleil, ça agit différemment. C'est intéressant parce qu'ils avaient deux éléments dans leur cahier des charges. Le premier, donc, c'était de limiter des problèmes de surchauffe et de chaleur. Le deuxième, c'était quand même de garder un éclairage qui soit optimal en fait pour l'intérieur. Et on a des premiers retours sur les consommations de ce bâtiment, donc liés à ce système de brise soleil. Donc qui sont passifs, qui ne nécessitent pas d'énergie ni de maintenance, c'est aussi ça l'intérêt. C'est donc réduction de 30% de l'énergie consommée pour la climatisation, donc ce qui est déjà pas mal dans cet environnement chaud et humide, mais aussi sur l'éclairage, la réduction des dépenses pour l'éclairage de 50%, puisqu'on reste sur un élément qui reste ouvert en permanence. Voilà, donc ça c'était plutôt par rapport aux enveloppes. Et là, je voulais vous parler d'un deuxième type en fait d'innovation biomimétique dans le bâtiment, c'est l'inspiration des termites chères pour la thermorégulation. Donc les termites en fait vivent souvent dans des pays qui sont, dans des endroits qui sont assez chauds, où il peut y avoir aussi une différence entre la température du jour et celle de la nuit, dans le désert australien ou en Afrique. Et en fait, les termites, pour se développer, pour vivre, elles ont besoin d'une température et d'un taux d'humidité qui soit constant. Et en fait, les termites chères, donc c'est vraiment une prouesse au niveau du bioclimatisme, la formation de l'orientation, on va dire plutôt de la termite chère par rapport au soleil, par exemple, mais aussi par rapport à un système de cheminée qui permet, par tirage thermique naturel, d'évacuer l'air chaud et de faire entrer l'air frais. Et c'est notamment ce qui a été mis en place sur ce bâtiment de l'Eastgate Building, donc à Harare, c'est la capitale du Zimbabwe. Donc au niveau de ce bâtiment de bureaux, ce qui a été pensé, ça a été en fait pendant la nuit, donc sur la petite partie violette entre les deux niveaux distincts du bâtiment, il y a des petits ventilateurs qui font rentrer de l'air frais, donc qui circulent au niveau des planchers en béton. Et ensuite le jour, quand la température s'échauffe, en fait par tirage thermique, donc l'air chaud va sortir et l'air frais en fait va monter et ainsi entrer par les grilles d'aération de chaque bureau et ainsi assurer le confort de ses occupants.
Et notamment, on remarque qu'au niveau de la consommation, on a des retours. Le bâtiment consomme à peu près 10% de ce que consommerait un bâtiment avec les mêmes conditions de confort dans le même endroit. Il faut savoir qu'à Harare, les températures donc aussi entre 5 et une quarantaine de degrés, et que sans climatisation, on arrive à garder de manière constante une température entre 21 et 25 degrés. Deuxième exemple issu des termitières qui situe, donc c'est l'église de Nianing qui se situe sur la côte des coquillages au Sénégal. Donc en fait, Cocorico, c'est une agence française qui a travaillé et conçu le projet qui s'appelle In Situ. Et du coup, ils sont inspirés du Symbiome, qui est un gastéropode local. Ils ont joué à fond sur le côté bioclimatique, c'est-à-dire qu'il y a une façade qui est fermée, donc celle qui donne plutôt sur l'est, pour éviter les vents du désert chaud, et puis qui sont plutôt ouverts vers l'ouest pour profiter des alizés, donc un vent un petit peu plus frais. Et il y a encore, à l'image du bâtiment d'Harare, qu'on a vu juste avant, cette colonne, donc le clocher, qui mesure 45 mètres, et qui va permettre en fait de tirer l'air chaud. Donc c'est intéressant, surtout parce que ça permet aussi d'avoir un flux constant de fraîcheur qui rentre à l'intérieur du bâtiment, et du coup qui permettent donc, par le mouvement d'air de rafraîchir les occupants. Donc voilà, on est pareil sur un système passif de thermorégulation. Donc je vous ai présenté quelques enveloppes. Le temps est un petit peu limité, mais du coup, voilà, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à fouiller sur le site du CBIOS. Vous allez trouver des guides sur l'habitat bio-inspiré et pas mal d'exemples dans ce genre-là. J'ai encore un peu de temps. Non. Normalement non, mais tout le monde, voilà, on est tous. Je sais, c'est très intéressant, mais allez. 2 minutes. Allez, 2 minutes. Merci Mélanie. Donc voilà, je terminerai sur un petit regard sur l'approche écosystémique. En fait, vous voyez aujourd'hui, le bâtiment, on est plutôt dans la partie rouge, degenerating, mais on essaye de tendre en fait vers la courbe d'équilibre, c'est-à-dire de limiter au maximum l'énergie consommée, les ressources non renouvelables. On essaie de limiter au maximum les impacts. Par exemple, on parle de Nearly Zero Energy Building. Donc voilà, on essaye d'arriver un petit peu à cet impact-là. Là, l'idée, et ce qu'on propose, en tout cas sur quoi on essaye de travailler, et puis Laure en parlera bien mieux que moi, c'est comment le bâtiment peut rendre service à son écosystème. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en début de présentation. Et notamment, je vais terminer sur cet exemple-là, qui est le projet de X2. Donc, vous voyez au niveau du bâtiment, il y a les parties vertes. En fait, les parties vertes, ce sont des bioréacteurs. Des bioréacteurs où on cultive des micro-algues qui servent pour les cosmétiques, qui servent pour la médecine, je crois, et l'alimentation. Et du coup, le bâtiment va rendre un service à son écosystème, puisque les algues, c'est comme tout végétal avec de la chlorophylle, va absorber le CO2 et le transformer grâce à la photosynthèse en dioxygène. Donc ça, c'est le premier service rendu par ce bâtiment. Le deuxième service rendu, c'est qu'en fait, ces algues, pour être cultivées, le sont dans des bassins qui sont chauffés entre, je crois, une vingtaine de degrés. Là, l'idée, c'est d'utiliser les façades du bâtiment, qui sont naturellement à cette température-là, puisque le soleil tape dessus. Donc, profiter de cette chaleur, à la fois pour chauffer le bâtiment, et donc pour faire pousser en fait, ces micro-algues. Donc, économie d'énergie. Et la troisième chose, c'est qu'on évite d'avoir des bassins dédiés, donc qui prennent de la place au sol, dédiés pour cultiver ces micro-algues. Voilà. J'ai fini. Merci Marie. Merci.
Merci Marie pour cet éclairage. Donc maintenant, on va passer la parole à Laure qui va nous parler justement d'autres chantiers assez emblématiques, d'expériences biomimétiques qui peuvent avoir lieu dans le monde. Oui, alors, merci. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être là ce soir pour vous parler de biomimétisme. C'est pas tous les jours qu'on en parle, mais du coup c'est vraiment super d'avoir cette occasion. Je trouve que c'est quelque chose un sujet qui est passionnant sur le fond, sur les perspectives que ça offre. Donc vraiment merci de m'avoir invité à cet événement et de l'avoir organisé aussi à la Station V. Donc c'est moi qui ai la zapette. Donc, moi, je m'appelle Laure Frémaux, je suis écologue de formation, donc je travaille au quotidien sur les sujets de prise en compte de la biodiversité dans les projets immobiliers. Et donc, j'ai une formation dans le domaine de la biologie, plus spécialement de l'écologie, la science des écosystèmes. Et j'ai découvert le sujet du biomimétisme il y a quelques années au sein de l'entreprise Elan, dans laquelle je travaille. Elan, donc, c'est une structure qui accompagne les acteurs du secteur de l'immobilier dans la transition écologique. Donc vraiment, sa raison d'être, c'est ça, c'est de bousculer le monde de l'immobilier pour agir en faveur de ces sujets de transition écologique. On intervient beaucoup, alors pas que, mais c'est dans ce cas-là du biomimétisme, c'est un peu dans ce cadre-là, donc je vais cibler là-dessus. On intervient beaucoup en tant qu'AMO, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, auprès des promoteurs ou des acteurs du bâtiment, qu'ils soient investisseurs, utilisateurs ou autres, pour justement prendre en compte ces sujets de la transition écologique. Alors, je vous ai parlé de mon métier, de la biodiversité, mais aussi de carbone, d'économie circulaire. Voilà, tous ces sujets un peu liés à une nouvelle façon de penser le bâtiment et la ville. Voilà pour Elan. Je vais vous parler aussi, donc Marie en parlait un petit peu tout à l'heure, du Biomime City Lab. Le Biomime City Lab, c'est cette réunion d'acteurs qui travaillent sur le sujet de la ville et qui s'intéressent fortement dans le sujet du biomimétisme. Donc c'est vraiment, je dirais, les acteurs qui sont les plus impliqués, peut-être les plus en avant par rapport à ce sujet. On retrouve certains acteurs qu'a cité Marie tout à l'heure, par exemple In Situ, le CBIOS qui anime aussi en fait ce groupe de travail du Biomime City Lab, Nobatech qui est extrêmement aussi impliqué, Picaya, voilà, des acteurs, il y a des architectes, des bureaux d'études, des promoteurs. Donc voilà, un réseau d'acteurs, des personnes du monde scientifique qui travaillent sur ces sujets. Ce que j'ai prévu aujourd'hui de vous présenter, c'est des retours d'expérience qui ont été réunis par ce Biomime City Lab en fait, en 2020, qui a fait un book du biomimétisme pour la ville bio-inspirée de demain. Et donc en fait, je vous présente quelques exemples. Issus de ce book, je vous invite à aller le regarder en entier, il y a beaucoup d'autres exemples. Et si jamais certains d'entre vous sont intéressés aussi, je vous invite à nous contacter, que ce soit le CBIOS ou Elan ou n'importe qui des acteurs que vous voyez sur cette slide, pour éventuellement vous renseigner sur ce Biomime City Lab. C'est vraiment quelque chose qu'on veut développer collectivement, le sujet du biomimétisme. Alors le premier exemple, Marie en a parlé, on ne s'est pas très bien coordonné, mais bon, je vais aller assez vite dessus du coup. Le sujet peut-être que je vais vous mettre en avant sur ce projet, donc il y a un projet de résidence chercheurs et étudiants qui a été lauréat du concours Réinventer Paris. C'est que c'est un sujet qui a permis de mettre en application ces façades d'algues telles qu'elles avaient été développées dans un projet de recherche qui s'appelle Symbio 2 et qui est un projet de recherche qui avait, par rapport, je crois, à l'année où le projet a été dans le concours, ça faisait presque 10 ans que ce projet de recherche existait sur le développement de ces facettes d'algues. Donc en fait, ce que je veux mettre en avant ici, c'est que le biomimétisme, souvent, parce qu'on est sur des sujets un peu nouveaux, parce qu'on se pose la question différemment, on aboutit aussi à des solutions qui ne sont pas opérationnel du jour au lendemain, il faut vraiment se le dire. Et du coup, la force de ce projet, ça a été la capacité à mettre dans une application concrète et opérationnelle des choses qui sortent du monde de la recherche, voilà, de la recherche, vraiment de la R&D presque fondamentale. Et donc voilà, c'est ça l'intérêt aussi de ce projet. Et évidemment, du coup, les atouts dont Marie a parlé, la captation carbone grâce aux algues, la régulation thermique du bâtiment aussi grâce à cette façade, et le fait de faire des économies grâce à la chaleur, effectivement, qui est récupérée au niveau de cette façade d'algues. Un deuxième projet, donc lui, qui est à Lyon,
c'est le Centre international de recherche sur le cancer qui a beaucoup travaillé ces façades. Donc effectivement, le sujet de l'enveloppe et des façades, c'est un sujet qui est très travaillé dans le domaine du biomimétisme, avec 2 typologies de façades en fait dans ce bâtiment. Les façades extérieures qui sont constituées de lames de verre thermochromique. Alors thermochromique, ça veut dire qu'elles changent de couleur en fonction de la température extérieure. C'est inspiré en fait de la peau de certaines espèces qui vont se teinter en fonction des radiations solaires. Et donc, contrairement aux photochromiques qu'on voit en fait souvent sur les verres de lunettes, vous savez, photochromique, que plus il y a de lumière, plus on change de couleur. Là, c'est vraiment la température qui va impacter le changement de couleur. Et donc, ça a l'avantage de faire qu'en hiver, même si c'est lumineux à l'extérieur, la façade ne se teinte pas et on garde quand même cet apport solaire énergétique pour le bâtiment. Donc voilà, ça c'est sur les façades extérieures. Et sur les façades intérieures, on a, alors c'est la petite image que vous voyez avec cette espèce de fleur. En fait, c'est vraiment inspiré de la logique des fleurs qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la nuit, de la journée, justement pour se protéger et réguler leurs apports thermiques en fait. Et donc en fait, cette fleur, elle est fermée et à partir d'une certaine température, donc je crois que c'est à partir de 25 degrés, le matériau s'ouvre en fait de façon autonome et ce qui permet en fait de créer une protection supplémentaire pour le bâtiment. Là encore, on est sur des projets de recherche qui ont mis du temps à se développer et qui ont pu... C'est vraiment des premiers essais. Par exemple, la façade externe sur les lames thermochromiques, c'est vraiment, il me semble, le premier bâtiment où on a ce type de façade à cette échelle-là sur des aussi grandes surfaces. Donc c'est vraiment une première et ça va être très intéressant de voir ce que ça donne dans les premières années d'exploitation du bâtiment. Ce qu'il faut savoir, la difficulté en fait, qui ressort aussi de ce bâtiment, c'est qu'en fait, les impacts de ces façades ne sont pas pris en compte aujourd'hui, ou très peu que partiellement, dans les calculs thermiques du bâtiment. Alors pour ceux qui connaissent un peu toute la régulation de la RE 2020, voilà, tout ce qui est autour de la régulation et des ambitions thermiques que doivent suivre les bâtiments, en fait, c'est très compliqué de pouvoir intégrer ces systèmes parce qu'en fait, ça demanderait des modélisations théoriques extrêmement complexes qu'on ne sait pas bien faire aujourd'hui. Et donc, en fait, malheureusement, par ailleurs, on est un peu obligé de remettre des systèmes un peu classiques par derrière pour répondre à la régulation. À la réglementation, pardon, pour répondre aux enjeux de la réglementation, parce qu'on n'est pas encore complètement capable de justifier l'intérêt opérationnel, même si on le pressent, hein, on est d'accord, mais de le chiffrer, on ne sait pas encore très bien le faire. Un autre exemple, donc là c'est sur un écoquartier à Marseille, donc le projet Smartseille. Là, le sujet qui a été développé en termes de biomimétisme sur ce projet, c'est pas dans la conception du bâtiment lui-même, mais c'est en amont, sur une problématique qu'il y avait sur ce quartier par rapport à la pollution des sols, et où en fait, pour être plus efficace par rapport à la dépollution de ces sols, les acteurs de ce projet ont décidé d'utiliser donc les champignons qui ont cette capacité de dépollution. Et là, pour le coup, au lieu de se lancer dans une méthodologie de développer d'une innovation à base de matériaux très complexes, etc., ils ont pris le champignon lui-même. Donc, allez, on prend les champignons, on met ça sur notre sol, on va faire de la dépollution. Alors, c'est pas si simple que ça en vrai, mais c'est un peu ça l'idée. On prend l'espèce elle-même, finalement, pour voilà, travailler un peu ce sujet de dépollution. L'intérêt de ces méthodes de dépollution, qu'on appelle par myco-rémédiation, hein, c'est qu'en fait, il y a moins de dépenses énergétiques, c'est des coûts plus faibles aussi financiers, ça a moins d'émissions de GES aussi parce qu'on peut faire la dépollution sur site plutôt que de transporter la terre et d'en ramener ensuite sur le site. Donc ça a pas mal d'intérêt. Sur cette expérimentation, et c'est là où on voit où on est encore sur des expérimentations, les résultats étaient plutôt pas mal en termes de dépollution, mais ils n'ont pas totalement atteint les seuils qu'ils espéraient. Et en fait, ils ont eu des problèmes un peu techniques avec des sujets de vent qui ont fait que les champignons n'ont pas bien tenu. Du coup, il fallait penser les bâches et l'irrigation un peu différemment. Enfin bref, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de petites problématiques et que le sujet aurait encore besoin d'être expérimenté un peu différemment sur de nouveaux projets. Ecotone, alors ça c'est un projet qui est assez intéressant, qui s'est vraiment positionné comme étant à fond sur le biomimétisme, qui se veut être un exemple fort sur le sujet du biomimétisme. C'est un site
multi-activités avec des bureaux, mais aussi des résidences, des parties un peu de restauration, etc., qui est aussi lauréat de l'appel à projet Réinventer Paris. Et qui traite le sujet du biomimétisme à différentes échelles. La première échelle, c'est vraiment déjà dans la conception de l'équipe qui a travaillé sur ce projet, où il y a une équipe qui est extrêmement pluridisciplinaire, avec une AMO dédiée au sujet du biomimétisme, et la conception d'un conseil scientifique. C'est pas dans tous les projets de bâtiments qu'on voit ça, hein, je peux vous le dire. Donc conseil scientifique pour traiter ce sujet du biomimétisme, auquel le CBIOS a participé, mais aussi le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, ainsi que les laboratoires d'Engie, donc avec vraiment des personnes qui étaient externes au projet d'un point de vue opérationnel et qui apportaient vraiment un regard scientifique sur cette problématique. Ensuite, c'est un projet, donc Ecotone, c'est d'un point de vue écologique, biodiversité, l'Ecotone, c'est la lisière, c'est la frontière entre deux écosystèmes, cet espace de transition qui souvent est extrêmement riche en termes de biodiversité, en termes de fonctionnalité. C'est des espaces qui sont extrêmement importants. Et donc là, ce projet, il veut être cette lisière. Alors déjà, d'un point de vue un peu design architectural, il a cette espèce de... Il ressemble un peu à la colline qui s'insère dans le paysage, pas mal végétalisé. C'est plutôt une image, mais au-delà de ça aussi, dans sa fonctionnalité, il y a tout un travail sur l'enveloppe de ce bâtiment qui fait vraiment la transition entre un espace à caractère plus naturel et l'intérieur du bâtiment, donc avec une double enveloppe partiellement végétalisée. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plein d'éléments un peu différents qui ont un impact sur la régulation thermique. Il y a beaucoup de sujets aussi de nuisances sonores parce qu'on est à côté de l'autoroute sur ce bâtiment, donc des impacts importants en termes d'acoustique, en termes d'usage également. Voilà, donc beaucoup de travail sur cette notion de lisière et comment un peu maximiser la fonctionnalité, je dirais, des différents éléments. Et ensuite, un autre côté qui a été intéressant dans ce projet, c'est qu'ils ont voulu être un peu un site d'expérimentation pour des innovations issues du biomimétisme. Et donc, on retrouve, tout à l'heure, on parlait de la termitière. Donc, en fait, ils ont des halls avec, du coup, ensuite des plateaux de bureaux qui fonctionnent aussi avec ce système de ventilation naturelle issu de la termitière. On a parlé de la paroi hygroskin. Donc, c'est prévu d'installer une partie avec cette paroi hygroskin issue de la pomme de pin. Il y a aussi des pompes qu'on appelle Wevera qui sont issues, inspirées des nageoires de dauphins en fait, qui permettent de réduire les consommations énergétiques liées au fonctionnement de ces pompes. Ils ont travaillé avec une start-up qui s'appelle InnoSight qui s'inspire en fait de l'intelligence collective des fourmis pour prévoir un peu les flux de déplacement et optimiser les flux. Et avec Novobiome aussi, alors qu'ils travaillent aussi sur des sujets de champignons, mais pas pour faire de la dépollution, pour faire plutôt de la refertilisation des terres. Et on sait qu'en milieu urbain, en particulier, on a tendance à avoir des terres qui peuvent être un peu inertes, issues de technosols, etc. Et donc voilà, pour faire de la refertilisation de ces terres. Donc un projet qui traite vraiment du sujet de biomimétisme à différentes échelles. Ensuite, on a un autre exemple, Estran. Alors là, on parle plutôt de ce sujet de services écosystémiques dont parlait Marie. C'est un projet alors qui s'est certes inspiré de l'écosystème de l'Estran, hein, d'où son nom, avec du coup ce qui a permis de créer cette toiture absolument incroyable, à la fois végétalisée, humide et qui a une esthétique assez incroyable et qui s'inspire vraiment de cet écosystème d'Estran. Mais au-delà de l'esthétique, en fait, il y a toute une réflexion extrêmement poussée qu'il y a eu sur ce projet autour des services écosystémiques rendus. Donc, les services écosystémiques, c'est une notion qu'on traite dans l'écologie depuis les années entre 2000 et 2010. Et en fait, le service écosystémique, ce sont les bénéfices fournis par la nature à l'homme. Donc, en fait, c'est tous les services qu'on utilise issus du vivant. Souvent, on les classe en 3 catégories. Des services de régulation, donc par exemple, la régulation de la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols, la régulation des risques aussi liés par exemple aux inondations, au glissement de terrain, ce genre de choses. Des services d'approvisionnement, donc là, c'est plutôt de la production, tout ce qui est production alimentaire, mais aussi production de matériaux, et des services plutôt socioculturels qui sont liés au bien-être, au cadre de vie, à la qualité de vie, à la santé aussi liée à ces espaces extérieurs. Et donc en fait, il y a eu vraiment une réflexion très poussée sur ce bâtiment pour étudier les services écosystémiques qui étaient rendus par le site avant le projet, voir ce que le projet allait apporter en termes de services écosystémiques et comment on pouvait essayer d'aller au-delà dans cette logique de créer un bâtiment régénératif. Donc il y avait vraiment cette logique d'aller
assez loin dans cette réflexion qui est du coup très systémique, qui traite d'énormément de sujets. On a parlé de carbone, on a parlé d'énergie, on a parlé de gestion de l'eau, on a parlé de production alimentaire dans ce contexte-là. On a vraiment parlé de beaucoup de sujets et ça a vraiment ouvert beaucoup de choses dans ce projet, qui malheureusement n'a pas été lauréat de son concours, donc on n'est pas allé plus loin, mais, mais très intéressant dans la réflexion. Un autre projet, alors celui-là qui est un peu plus ancien, qui est l'école de la biodiversité à Boulogne. Ce projet, donc c'est une école. La particularité qu'il a, je trouve, dans son inspiration, c'est qu'il a vraiment imité un écosystème dans sa totalité, disons. L'écosystème, c'est la falaise. La falaise, je ne sais pas si... moi, j'ai de la famille périgourdine. Si vous avez déjà vu des maisons troglodytes sous la falaise, c'est vraiment ça, cette école. Il y a la falaise, il y a cet espace végétalisé, souvent un peu forestier, en haut de la falaise. Il y a ces espaces, en fait, sous la maison qui sont abrités, qui sont très frais, qui peuvent être un peu sombres en fond de maison, souvent où il y a la cave à vin dans cette partie-là, et qui peuvent être malgré tout très lumineux dans les parties avant, parce que finalement on a des grandes façades qui vont être très ouvertes sur l'extérieur. Il y a aussi ce sujet du ruissellement de l'eau le long de la falaise qui a été repris aussi dans le projet ici. Et du coup, on a vraiment un bâtiment qui fonctionne comme un écosystème avec ces toitures végétalisées qui sont aussi nourricières parce que du coup, ils ont aussi implanté des parties de jardins potagers. Alors, il y a aussi une vocation éducative, hein, bientôt, évidemment, vu qu'on est sur une école. Cet écosystème forestier qui fonctionne comme ça en toiture. L'accessibilité par une pente en fait assez douce qui permet de passer du rez-de-chaussée de la cour minérale jusqu'à la toiture végétalisée. Et ensuite, ces façades qui sont vraiment assez incroyables, pas du tout homogènes et qui permettent en fait un ruissellement de l'eau tout le long de la façade et qui permet aussi le développement d'une biodiversité un peu spontanée. Donc là, on a vraiment tout un écosystème qui refonctionne dans la ville et qui tire vraiment à tout, je dirais, des contraintes de la ville, de son caractère assez minéral, de son caractère assez dense, pour malgré tout créer quelque chose qui va avoir pas mal d'intérêt sur le plan social et le plan écologique. Et c'est mon dernier exemple, un exemple donc à Senlis, d'un projet, on est plutôt là à une échelle un peu d'aménagement sur lequel il y avait du coup de la construction de logements, de logements sociaux avec des contraintes assez fortes. Enfin, disons, c'est pas forcément des contraintes très fortes, mais en tout cas, il y avait des directives assez claires sur le nombre de logements. Il fallait tant de 2 pièces, tant de 4 pièces, telle surface. Voilà, enfin, c'était assez normé, des bâtiments qui n'allaient pas plus du R+2. Et en fait, ce projet, ils se sont servis d'algorithmes phyllotaxiques. Alors, la phyllotaxie, pour ceux qui connaissent pas, c'est la science d'implantation des feuilles autour de l'axe de la tige. Donc en fait, certaines plantes ont ce qu'on appelle des feuilles opposées qui se font face ou des feuilles alternes. Bon, ben voilà. Donc tout ça, c'est la phyllotaxie. Et du coup, ils se sont servis d'algorithmes phyllotaxiques pour optimiser l'accès à la lumière solaire de l'ensemble des appartements créés dans le projet. Et donc ça donne l'agencement que vous voyez sur la petite image, qui n'est pas du tout finalement régulier ou rectiligne, mais qui permet vraiment d'optimiser l'apport solaire sur l'ensemble des bâtiments, tout en rentrant dedans les contraintes qui étaient demandées en termes de surface de logement, de nombre de logements et de contraintes de hauteur, etc. Voilà. J'arrive au bout de mes exemples. Le message peut-être que je voulais faire passer un peu en conclusion de ça, c'est que en fait, de mon point de vue assez opérationnel du sujet du biomimétisme, il y a vraiment 2 façons de l'aborder. La première façon, c'est le sujet de recherche, en fait, d'innovation alors je dirais pas qui traîne, mais en fait qui est dans un labo depuis 10 ans, qui a peut-être du mal à devenir opérationnel, et tout d'un coup, hop, on va le mettre sur un projet, ça va faire une expérimentation d'un truc assez sympa qu'on va pousser, très innovante. Ou alors plutôt cette approche écosystémique telle qu'on la voit sur Estran ou sur Ecotone, ou même sur cette école de la biodiversité, où finalement il n'y a pas d'innovation très forte dans les choses. Enfin, on revient sur des technologies qu'on connaît, des méthodologies qu'on connaît, mais avec une vision des choses qui est très différente et une vision à la fois systémique et pluridisciplinaire, en fait, et c'est ça qui va créer vraiment la richesse du projet conçu. Merci Laure. On va donc maintenant laisser la parole à Fabien Lasserre. Donc Fabien,
Vous, chez Vilogia, comment est-ce que vous intégrez cette démarche de biomimétisme? Est-ce que vous travaillez sur des projets actuellement qui intègrent cette démarche? Avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord remercier Laure et Marie parce qu'elles ont réussi à transformer cette pièce en véritable magasin de bonbons pour moi, qui suis responsable de l'innovation, parce qu'on voit une vague déferlante d'innovations qui sont plus ingénieuses les unes que les autres. Donc vraiment un grand merci. Et je pense que d'être aussi au Muséum d'Histoire Naturelle, ça inspire beaucoup par rapport à cette thématique. Donc un grand merci aussi au musée de nous avoir accueillis via Station V. Par rapport à cette thématique, Vilogia étant aménageur, constructeur, gestionnaire de plus de 75 000 logements sur l'ensemble de la France, c'est sûr que ça résonne beaucoup par rapport aux enjeux qui ont été cités par Marie tout à l'heure. Donc tout le monde a conscience maintenant, c'est vraiment la décennie des grands défis. Et pour pouvoir innover, il faut réussir à faire un pas de côté, voir autre chose, s'inspirer de choses complètement différentes, parce que sinon on ne pourra pas trouver les solutions en reproduisant des choses telles qu'on les a faites pendant les dernières décennies. Donc chez Vilogia, c'est un sujet auquel on réfléchit depuis quelques années. On travaille beaucoup notre innovation via des projets européens de recherche avec d'autres partenaires qui sont très inspirants aussi. Et ce qu'on va essayer de faire, du moins cette année, c'est de monter des projets européens avec d'autres partenaires européens pour justement travailler ce biomimétisme appliqué à l'habitat et pour résoudre tous ces problèmes et s'inspirer de ce que vous disiez, ce laboratoire à ciel ouvert dont on est issu. Et qui permettrait de regarder aussi la nature avec beaucoup plus d'humilité. Je pense que là-dedans, il y a aussi un propos très philosophique au final, qui permettrait de vraiment réconcilier l'homme avec la nature. D'un côté, cet aspect d'urbanisme, de construction qu'on a souvent opposé avec une vision très cartésienne en opposition à la nature. Et vraiment, enfin en tout cas c'est mon point de vue, on pourra en discuter pendant cette table ronde, de voir tous ces exemples tellement ingénieux. Enfin, moi, je vais regarder différemment le Muséum d'Histoire Naturelle et les collections quand je vais revenir. En tout cas, ça, c'est sûr. Voilà, donc nous, on va essayer de pousser ça, de faire des programmes de recherche. En effet, on s'est rendu compte qu'il y avait différents niveaux, comme vous le disiez, soit de la recherche qui va mettre un peu plus de temps à se développer, soit capitaliser aussi. C'est quelque chose qui serait très intéressant, à mon avis, c'est de capitaliser pour reproduire et un peu développer des solutions qu'on pourrait intégrer à d'autres projets pour vraiment faire émerger une nouvelle tendance de biomimétisme vraiment et accélérer tout ça. C'est des actions que l'on va engager chez Vilogia, je pense, au niveau de l'innovation. Super. Maintenant, on va passer à une partie question table, voilà, plutôt informelle, je vous dirais. Les gens qui sont en ligne, en fait, ont la possibilité de pouvoir nous poser des questions à travers le chat. Et avant de pouvoir faire tourner le micro dans la salle, moi j'ai une première question pour nos trois invités, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a si peu de projets immobiliers qui s'inspirent du biomimétisme. Je veux bien me lancer. C'est une question qui est pas extrêmement évidente. Évidemment, quand on est dans le sujet, on se demande mais pourquoi on n'y va pas plus, parce qu'on voit bien qu'il y a de l'intérêt, que ça peut fonctionner, que ça apporte des choses. Je pense que c'est quand même un sujet qui reste nouveau, qui reste mal connu. Aujourd'hui, le mot biomimétisme, je ne pense pas que tout le monde le connaisse. Et une des choses qui est vraiment nécessaire dans les projets pour que ça fonctionne, et je sais qu'on le voit dans tous les exemples que j'ai présentés de ces projets qui sont des projets français, qui ne sont pas à l'autre bout du monde, des exemples extraordinaires, mais dans l'équipe, il y avait toujours des personnes extrêmement impliquées dans ce sujet. Donc en fait, il faut vraiment de l'expertise, il faut de la compétence, et je pense qu'on est dans une phase, et c'est bien que le CBIOS porte aussi ses formations, etc. On est dans une phase où il faut partager l'expérience. C'est bien qu'on fasse ça aussi aujourd'hui, du coup, c'est tout l'intérêt, mais partager un peu ce savoir, cette compétence et cette expertise, parce que ce besoin de connaissance, il est important.
Et d'un côté, il faut savoir ce qu'est le biomimétisme, et d'un autre côté, pour traiter le sujet du biomimétisme, il faut aussi des compétences particulières. Un biologiste, éventuellement un écologue quand on est sur l'aspect écosystémique, mais c'est pas des compétences qu'on voit beaucoup dans le monde du bâtiment. Un spécialiste de la faune marine, quand vous travaillez sur des logements au cœur de l'île, bon, c'est pas, voilà, c'est pas, mais c'est ce type de compétences qu'il faut aller chercher, et c'est ce type de compétences qu'on retrouve par exemple sur le projet Ecotone, quand je vous parlais du conseil scientifique, ou alors de faire des ateliers, voilà, avec vraiment un spécialiste sur le projet de l'Estran qui est vers Biarritz. Il y avait une personne qui était biologiste marine dans sa spécialité et qui a participé, alors ponctuellement dans le cadre de certaines revues, disons, de projet, mais qui a mis sa patte dans le projet pour apporter son expertise. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut savoir faire, s'ouvrir à une pluridisciplinarité dont on n'a pas l'habitude totalement encore aujourd'hui. Marie Oui, je rejoins complètement ce que dit Laure. Un point que j'aimerais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, donc, comme tu le disais, Laure, c'est un sujet une démarche qui est assez peu connue et qu'on retrouve aussi assez peu dans les cahiers des charges, dans la demande en fait de la maîtrise d'ouvrage. Alors, je crois que depuis 2018, il y a eu 3 appels d'offres intégrant le volet biomimétisme. Donc voilà, la première question, c'est voilà, comment la maîtrise d'ouvrage déjà intègre ce sujet-là, comment elle l'inscrit dans son cahier des charges, et ensuite il y a la question de comment on va venir juger en fait de la qualité des offres des candidats sur ce sujet biomimétisme. Et notamment, tu as parlé de la composition de l'équipe, le côté pluridisciplinaire. Donc voilà, et c'est aussi l'objet des dynamiques collectives que le Biomime City Lab, c'est de réfléchir collectivement pour faciliter l'accès et essayer de faciliter l'accès, voilà, à cette démarche du biomimétisme qui peut apporter beaucoup de choses. Après, un autre point qui me semble important aussi, c'est que voilà, aujourd'hui, les architectes, les concepteurs, les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage ont déjà pas mal en fait, de sujets à prendre en main par rapport à l'évolution du secteur du bâtiment depuis une dizaine d'années. Donc voilà, il y a question des labels, il y a question de énergie carbone, l'intégration par exemple de l'analyse en cycle de vie, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Enfin voilà, c'est quand même déjà pas mal de sujets à appréhender et on ne peut pas faire tout faire en même temps. C'est malheureusement impossible. Donc voilà, c'est par l'expérimentation, comme vous le disiez Fabien, par aussi la capitalisation de retours d'expérience, voir aussi que ça fonctionne. Ça c'est hyper important, que ça permet de faire des économies de ressources, des économies d'énergie, et ça va créer justement cet intérêt aussi pour la démarche du biomimétisme. Merci Marie. Bon, j'ai bien compris le défi pour la maîtrise d'ouvrage, d'intégrer plus spécifiquement le biomimétisme dans le cahier des charges, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important aussi, et réciproquement aussi. Nous, on voudrait bien avoir des concepteurs qui nous proposent de nouveaux concepts, de nouvelles solutions inspirées du biomimétisme. Moi, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit, je trouve ça extraordinaire au niveau de l'innovation, de dire, oui, ça paraît même évident, de se dire qu'on va innover aussi en changeant les mentalités, les process sur le design, la construction, l'intégration dans la ville, en discutant avec des spécialistes de la biologie marine, par exemple. Et je suis sûr que faire un projet comme ça, si on se met autour d'une table en disant on a une parcelle ou des hectares aménagés, si on a un biologiste qui commence à voir les choses complètement différemment, on va dire ah oui, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé qui sont possibles et qui vont justement nous aider à résoudre tous ces problèmes d'analyse de cycle de vie, ce genre de choses. Je pense que ça nous aiderait beaucoup à pas empiler toutes ces contraintes, mais qui sont nécessaires, mais justement de les regarder différemment, d'appréhender d'autres facettes du problème et pouvoir rentrer avec des solutions beaucoup plus efficientes et qu'on pourrait dupliquer après. Merci Fabien. J'espère que le message, en tout cas, qui a été lancé a été entendu. On a une question dans le chat apparemment. Oui, on a plusieurs questions sur le chat. La première, d'une manière générale, l'usage de matériaux biosourcés ou géosourcés dans les constructions permet-il de favoriser la démarche du biomimétisme? Et une autre question juste après, toujours sur l'usage des matériaux biosourcés ou géosourcés, est-ce plus onéreux? Alors, par rapport à la première question sur les matériaux biosourcés, alors je ne sais pas si on peut remettre la diapo sur les principes du vivant, le cahier des charges des vivants.
que j'ai montré tout à l'heure. Vous savez, c'est voilà, au niveau de la chimie, au niveau de l'énergie, au niveau des matériaux qui ont été employés. Je pense que c'est en effet une démarche qui est intéressante et qui peut voilà, s'imbriquer en fait dans une démarche biomimétique, puisque voilà, c'est par exemple des matériaux qui ont stocké du carbone. On a vu que le stockage du carbone, c'était voilà, l'un des principes du vivant. On a des matériaux qui sont développés à base donc de carbone, d'azote, d'oxygène, etc. Donc voilà, on voit vraiment une convergence au niveau de ces matériaux-là. On essaye d'utiliser aussi au maximum des matériaux qui sont durables en fait, hein, pas issus de ressources qui sont en voie de raréfaction, donc renouvelables plutôt, c'est plutôt le terme. Donc je pense que les deux démarches sont assez liées en fait à ce niveau-là. Je rejoins tout à fait Marie sur le sujet. C'est même important que ce soit des démarches qui soient liées. C'est ce que tu disais aussi dans la définition du biomimétisme par rapport à la bio-inspiration. C'est-à-dire que le biomimétisme, il y a quand même vraiment une volonté d'objectif, de durabilité. Et donc, en fait, on recoupe quand même toutes ces thématiques de démarche bas carbone et ce sujet des matériaux biosourcés, géosourcés, ça rejoint aussi cette ambition de démarche bas carbone. Et donc, c'est important que une démarche de biomimétisme dans un projet ne se fasse pas au détriment de cette ambition environnementale globale. Oui, complètement. Puis il y a l'aspect local aussi, hein. On parle de biosourcé, donc de la nature de la ressource utilisée, mais c'est aussi peut-être intéressant de voir d'où provient le matériau, et on voit que sur les matériaux biosourcés, en général, on essaye aussi de raccourcir le parcours d'acheminement. Et on voit par exemple que un arbre, un animal, il va se nourrir de ce qu'il y a sur place, en fait, hein, tout simplement. Donc, un autre principe qui rejoint, qui pour moi converge. Pour moi, c'est complètement convergent. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public. En fait, c'est plus une remarque qu'une question, enfin, notamment peut-être pour expliquer le fait que ce type de démarche met du temps à se répandre. Parce que, bon, sans doute que l'on peut transposer l'utilisation de certains éléments d'un projet à un autre, mais on voit bien quand même que l'optimum, c'est d'avoir vraiment une démarche écosystème. Et donc, ça veut dire qu'il y a un travail de réflexion en amont, dans la phase de conception, pour justement caractériser l'environnement dans lequel un bâtiment va être implanté, par exemple. Et donc ça demande de la matière grise, du temps, etc. Je pense que c'est un élément à prendre en compte. Oui. Oui, voilà. Merci. Justement, ma question rejoint un petit peu votre remarque. À quel point l'environnement dans lequel s'implante le projet va impacter sur les choix de techniques ou de systèmes biomimétiques. On le voit notamment sur Estran, où ça a vraiment un intérêt, même sur le long terme, et sur la régénération de ce que peut être le milieu. Donc voilà, à quel point ça peut être un point de départ, justement, et même de la part des maîtres d'ouvrage, de choisir l'endroit où ils implantent par rapport à des systèmes, et l'intégrer ou pas dans les cahiers des charges. Moi, sur cette question, je la trouve vraiment extrêmement intéressante, et c'est vrai que le côté du contexte local, c'est un sujet qui est extrêmement important. Quand on est écologue et qu'on travaille le sujet de la biodiversité, c'est notre quotidien. On passe notre temps à regarder dans quel contexte on se situe pour voir qu'est-ce qu'on va essayer de proposer par rapport à la biodiversité, parce que ces sujets-là, ils ne s'arrêtent pas à la limite de notre partiel. Évidemment que c'est un lien avec l'ensemble du territoire. Et typiquement sur le projet de l'Estran, mais pas que, le postulat de base, l'analyse de base qui a été faite, c'était vraiment un diagnostic territorial multithématique qui pose plein de questions sur l'approvisionnement énergétique, les réseaux énergétiques locaux, sur les questions aussi justement de matériaux disponibles sur le territoire, d'attente des habitants, des populations qui sont autour, de typologie on regarde aussi de typologie de métiers peut-être ou de filières qui peuvent exister localement et du coup qui peuvent participer au bâtiment. Et donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et qui va apporter toute sa
alors c'est pas vraiment sa crédibilité, mais peut-être sa fonctionnalité sur le long terme, parce qu'on va créer un élément qui va vraiment s'insérer dans le tissu local, et je pense que c'est indispensable pour que ça fonctionne. Au-delà des enjeux qui semblent peut-être un peu plus... Alors je sais pas s'ils sont plus évidents, moi je les aurais pensés plus évidents, mais par exemple quand on parle de tous les sujets un peu techniques de régulation thermique, évidemment qu'on ne se pose pas la même question au Sénégal que quand on est en Finlande. Forcément là on a un contexte qui fait qu'on ne va pas mettre en place les mêmes solutions. Mais même au-delà de ça, le contexte territorial dans sa dimension humaine aussi et sociale, sociétale est extrêmement important. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? Ah, oui. J'en pose juste une sur le chat qui me paraît aussi intéressante. Je vous passe le micro juste après. Alors, on a Pauline qui nous dit, vous parlez de la nécessité d'avoir une personne compétente dans le domaine du biomimétisme pour que les maîtres d'ouvrage sollicitent la notion dans les cahiers des charges. Comment se saisir d'une personne référente, compétente pour nous aider? En tant que bureau d'architecte, comment trouver une collaboration sur cette notion? Il y a des typologies d'acteurs, hein, enfin, que voilà, il est intéressant de mettre autour de la table. Tu parlais des écologues ou des biologistes. Après, il y a des formations aussi pour monter en compétence sur le sujet du biomimétisme, pour voilà, appréhender vraiment cette démarche. Donc, qui a fait l'objet de pas mal de recherches, hein, et pour voilà, s'approprier vraiment cette méthodologie dans l'acte de concevoir. Je pense à notamment des formations qui sont disponibles sur Paris, proposées par l'Institut des futurs souhaitables. Donc c'est intéressant de regarder au niveau des compétences, également aussi peut-être des références ou des travaux de recherche qui ont pu être menés en fait par les membres de l'équipe. Il y a aussi des réseaux, hein. On a parlé du Biomime City Lab, donc ce réseau d'acteurs, le CBIOS aussi, qui est aussi un réseau d'acteurs conséquent, hein, sur le sujet du biomimétisme. Et il y a un dernier, c'est pas vraiment, je ne sais pas si c'est un réseau, comment on peut nommer ça, mais la Biomime Expo, qui est une exposition qui est organisée tous les ans sur le sujet du biomimétisme, et qui permet aussi de faire se rencontrer un nombre d'acteurs assez incroyable à chaque fois qu'on y est, sur des thématiques très diversifiées. Donc je pense que les réseaux, c'est aussi une bonne façon d'identifier ces compétences. On va repasser la parole au public. Bonjour, moi j'avais deux petites questions. La première, c'est est-ce que la norme ISO qui traite du biomimétisme est certificatrice? Et la deuxième, c'était par rapport à la dépollution par la myco-remédiation. Sur quel type de sol est-ce qu'elle est utilisée et est-ce qu'elle est aussi avantageuse que la dépollution des sols avec les végétaux, la phytoremédiation? Je te laisse répondre. Je peux essayer. En fait, non, je ne saurais pas répondre sur la mycorémédiation. C'est un projet du Biomime City Lab, mais que je n'ai pas suivi. Du coup, je ne maîtrise pas le sujet tant que ça. Vraiment, je ne sais pas répondre. Je sais que là, c'était dans le cas de ce projet, ça a été utilisé sur des sols urbains qui étaient pollués avec type métaux lourds, liés à des activités qu'on a eues, enfin assez classiques sur des sols urbains avec des activités passées. Il me semble qu'avant, c'était Renault qui était sur le site, donc voilà, ils avaient des problématiques type hydrocarbures, etc. Mais je ne sais pas dire les différences ou les nuances et exactement qu'est-ce qui fonctionnerait ou fonctionnerait pas. Et pour le côté normes certificatrices, je vais me renseigner. Je voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vais me renseigner. Mais c'est vrai que sur au niveau certification, nous, sur les différents labels qu'on utilise dans le domaine du logement, on ne fait jamais référence à des points particuliers sur l'inspiration de la nature ou le biomimétisme. Oui, effectivement. C'est vrai que dans les labels, on va toucher peut-être plutôt la performance énergétique ou voilà, une démarche globale au niveau du bâtiment. Il y a un label qui existe, qui s'appelle le Living Building Challenge, qui a été développé aux États-Unis, je crois, au Canada. Enfin, en tout cas, sur le continent américain. Et le label est intéressant. Il est très exigeant. Je crois qu'il n'a pas encore d'opération en Europe, hein, si tu me corriges si je me trompe. Et du coup, il va intégrer cet aspect régénératif. Voilà. Donc, comment le bâtiment, par exemple, sur le niveau énergétique, si je ne me trompe pas, il y a une question de niveau de production d'énergie qui est supérieur. Donc, on est obligatoirement en fait, sur un bâtiment à énergie positive, hein, comme vous pouvez le connaître.
Donc un bâtiment qui produit plus d'énergie qui va aller en chercher en fait au sein de l'environnement. Et il y a 20 impératifs, donc c'est très très large hein, sur les volets matériaux, sur les volets énergétiques, sur le volet eau. Et l'idée, voilà, c'est de pousser vraiment le bâtiment à avoir sur certains points un impact le moins mauvais possible et sur d'autres impacts d'avoir un impact positif. Je ne sais pas si j'étais claire, mais en tout cas de rendre aussi un service en fait à l'écosystème. Je ne sais pas si tu veux en dire plus, Laure, par rapport au... Non, c'est ça, c'est vraiment l'objectif régénératif et d'aller au-delà de l'impact réduit, d'aller vraiment dans l'impact positif sur ce label. Et effectivement, c'est un label qui est encore un peu en cours de conception, qui a peu d'applications aujourd'hui et qui est extrêmement ambitieux. C'est pour ça qu'il y a peu de projets qui s'engagent vraiment dans cette labellisation. Je crois qu'il y en a 330 dans le monde et il y en a 2 qui sont en cours en fait en Europe. Merci. Est-ce qu'on a encore d'autres questions dans le public? Moi, j'en ai une dernière sur le chat, à moins que quelqu'un dans la salle. Alors, une question très large, là, pour le coup. Y a-t-il des exemples de biomimétisme qui ont dépassé l'ordre du prototype et qui sont tellement répandus qu'on n'y prête plus attention? Dans le bâtiment, je ne sais pas. Je n'arrive pas à penser à un exemple. Bonne question. Peut-être là le souci, justement, quand on parlait de capitalisation. Peut-être que sur ce référentiel très compliqué qu'on a du mal à maîtriser, mais qui apparemment, il y a des bâtiments qui ont été certifiés sur le continent américain, ça serait justement intéressant de capitaliser, de ressortir les solutions qui sont intéressantes, de les améliorer, de les transposer et comme ça diffuser et pouvoir reproduire. Oui, complètement. Ça fait naître une autre question dans le public, justement. Ouais. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai du mal à comprendre pourquoi la RE 2020, bâtiment durable, ne puisse pas intégrer le biomimétisme, parce que ça me semble vraiment très complémentaire quand même. Alors, vous avez dit que c'était peut-être lié au fait que c'était encore méconnu, mais je pense, moi, ça me semble quand même très complémentaire. Donc, non, je suis d'accord. Dans l'objectif est vraiment le même. La difficulté, elle n'est pas du fait que ça ne va pas dans le même sens. Elle est du fait qu'en fait, dans ces réglementations, il y a des normes sur la façon dont on calcule le rendement du bâtiment, disons, par rapport au sujet énergétique et thermique, et qu'en fait, des innovations de ce type-là pour lesquelles on n'est pas capable de prédire la performance énergétique ou la performance en termes de protection thermique, et ben du coup, on ne peut pas les intégrer au maximum de performance dans les calculs tels qu'ils sont faits aujourd'hui. C'est un peu la difficulté de la réglementation, ça permet de mettre une ambition minimale, mais des fois ça cadre un peu les choses. Ça peut créer des difficultés en fait dans l'innovation et dans le bâtiment. C'est des choses qu'on voit sur ce sujet-là. En économie circulaire, par exemple, aussi, on parle souvent de la difficulté à faire certifier des matériaux par rapport à des normes de sécurité dans le bâtiment qui viennent issues de l'économie circulaire et du réemploi. Donc la réglementation évolue pour essayer de s'ouvrir à ces démarches un peu différentes et un peu innovantes, mais il y a souvent un décalage entre l'envie d'expérimentation des acteurs et la réglementation derrière. Oui, c'est ça, on les intègre. Là, en l'occurrence, sur le projet dont je parlais de ça, ils les ont intégrés, mais en partie. En fait, il y a une partie, je pense, qui était un seuil qu'ils arrivaient à justifier, qui était intégré, mais vu qu'aussi, ils n'avaient pas la certitude de la performance de l'innovation, forcément, il y a une partie qui n'est pas intégrée dans le calcul. Et c'est peut-être un petit peu limitant, malheureusement, puisqu'on est de plus en plus dans la RE 2020, justement, de seuil sur les consommations énergétiques, mais aussi sur des périodes de surchauffe. Donc le TIC, je crois, si je ne me trompe pas, a pas dépassé. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de mettre en place des systèmes et malheureusement de ne pas pouvoir les comptabiliser. Parce que, voilà, par exemple, pour les équipements, il y a le titre 5. On parlait de performance, mais aussi la question de la sécurité, du bureau de contrôle au niveau des matériaux qu'on va utiliser, qui ont besoin d'un avis technique, par exemple,
ou d'un ATEX, enfin voilà, de certification aussi d'aptitude à l'emploi qui sont hyper importantes pour que la solution soit validée et garantisse aussi la sécurité des usagers derrière, la durabilité du bâtiment. Mais c'est là où Vilogia, comme on construit en même temps, on gère derrière, nous, on pourrait justement juger de la performance du bâtiment au-delà des aspects normatifs. C'est ça qui serait quelque chose d'intéressant. Oui, c'est vrai que vous avez du coup une vue sur toute la vie du bâtiment, la phase construction, la phase exploitation, qui peut coûter souvent plus cher que la phase construction. Voilà, et puis des opérations de maintenance. Donc oui, effectivement, ça serait intéressant de voir dans le temps comment les solutions choisies se comportent. On avait une question encore dans le public. C'est moi qui... Oui. Voilà. J'ai une question, bonsoir, pour Fabien Lasserre. Toujours par rapport au cahier des charges et à la rédaction de votre cahier des charges, comment vous choisissez la solution technique ou l'innovation qui sera mise en place dans votre cahier des charges, donc vraiment un descriptif technique. Et est-ce que vous choisissez vos propres solutions, vos propres produits, et est-ce que vous êtes soumis aux règles de marché public de la concurrence, toujours avec ces possibilités de similaires ou autres, qui font qu'au final, quand on choisit peut-être un produit, une innovation, on n'arrive pas à la fin à pouvoir vraiment la mettre en œuvre, parce qu'il y a tout un contournement de règles et de processus qui fait qu'au final, on ne choisit pas vraiment ce qu'on veut sur son propre bâtiment. Alors, en effet, on se cale sur les règles de la commande publique. Après, ce qui s'est développé depuis quand même pas mal d'années, c'est tout ce qui est cahier des charges et programmes qu'on dit performantiel, c'est-à-dire qu'on va définir une performance au-delà des solutions techniques à imposer, et c'est là où on peut laisser vraiment toute la création et l'innovation s'exprimer au niveau des concepteurs. Et c'est la même chose au niveau des différents composants. Dès lors qu'on indique juste une performance à atteindre, on est libre des moyens à utiliser pour atteindre l'objectif. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou pas du tout. Si ? Par rebond, ça fait naître une autre question, justement. Oui. Du coup, bonsoir, je suis étudiante et on a un projet à Roubaix de réhabilitation d'une friche industrielle. Et on doit construire du bâtiment, enfin du logement social, et on voudrait savoir si on peut mettre du biomimétisme dedans, parce que dans les projets que vous nous avez présentés, le coût du bâtiment final est quand même exorbitant. Du coup, est-ce qu'on pourrait penser avoir des coûts plus faibles pour du biomimétisme à Roubaix, par exemple? Moi, je peux répondre un peu là-dessus. C'est un peu la difficulté des innovations techniques vraiment nouvelles, parce qu'en fait, vu qu'on n'est pas sur des produits normés qu'on a l'habitude de mettre en place, forcément, il y a des coûts dans la mise en œuvre, des coûts dans la vérification par le bureau de contrôle, des coûts dans le développement, etc., qui sortent des processus habituels et qui demandent de faire du sur-mesure. Donc, on a souvent des coûts qui sont assez impactants. Après, je pense que l'approche plus écosystémique que l'approche fonctionnelle, parce que souvent cette approche fonctionnelle, du coup, elle se caractérise par vraiment une innovation technologique qui du coup a un coût, tant qu'elle ne sera pas devenue un peu un automatisme dans le bâtiment, elle va garder un coût, je pense. Par contre, cette approche écosystémique un peu différente, un peu plus large, c'est pas un coût qui va se retrouver, à mon sens, dans le bâtiment lui-même. En tout cas, ce n'est pas nécessaire, parce qu'on peut tout à fait retomber sur des solutions à mettre en place dans le bâtiment qui peuvent être des solutions low-tech. Alors quand on fait de l'écologie et de la biodiversité, on se dit souvent que c'est du low-tech, de faire de la biodiversité, de mettre un hôtel à insectes, etc. On peut toujours tomber sur des solutions un peu low-tech qui ne vont pas avoir des coûts d'un point de vue technologique, mais par contre, on aura eu une innovation dans l'approche de la conception, dans le côté pluridisciplinaire, dans la réflexion, dans peut-être un atelier, un groupe de travail un peu différent, et qui va donner cette innovation plutôt dans la conception. Après, par contre, visuellement, des fois, j'ai vu des projets aussi où du coup, ça posait un peu problème, parce que du coup, on n'avait pas l'effet waouh qu'on attend presque quand on parle de biomimétisme. On s'attend à avoir un peu cet effet waouh, innovant, de quelque chose de très nouveau et de très différent. Et on sait, les personnes qui sont dans la conception savent qu'ils ont eu cette démarche qui est malgré tout innovante, nouvelle, et qui leur a permis d'aboutir à un projet qui va être sûrement plein de qualité, mais du coup, de l'utilisateur en face
va pas forcément se rendre compte de tout le travail qu'il y a eu derrière. Mais du coup, je pense que c'est possible avec l'approche écosystémique. Et après, peut-être que vous n'êtes pas obligé non plus de traiter tout le projet. Il peut y avoir que quelques éléments. Non, mais c'est vrai, si on n'a pas les moyens de développer des produits qui peuvent coûter cher, un projet immobilier peut être divisé en différents bâtiments ou différents secteurs. Et c'est vrai que, à mon avis, le fait déjà de travailler avec peut-être d'autres étudiants de la fac de géologie ou de biologie pour dire comment est-ce que vous aborderiez le projet, nous on travaille comme ça, peut-être que déjà ça va aboutir à des idées très intéressantes. On avait encore une question dans le chat, non? Ah, ok. Est-ce que ça fait naître d'autres questions? Oui, ah. J'avais une autre question par rapport au biomimétisme avec la pomme de pin. J'ai pas bien pu reconnaître le matériau qui était utilisé et du coup j'ai pas compris comment est-ce qu'il faisait pour bouger, enfin pour capter les signaux, les indicateurs de chaleur ou de lumière, je sais plus. Je cherche dans mes notes. C'est du bois en fait. C'est un type de bois qui va réagir du coup aux conditions extérieures et va modifier, changer de forme. Au fin fond de l'Amazonie, tout coupé pour la boîte. Mais le bois, il a quand même un aspect rigide, donc celui-ci est assez souple pour... Oui, le bois, ça bouge quand même pas mal. Hein. Si on revient sur la logique de la biologie de base, une plante, ça se développe, ça se penche, ça se bouge. Ça a quand même une forme de... Alors, il faut que ce soit effectivement Je ne sais pas exactement quel type de bois, mais je pense que dans le bois, il y a de la souplesse quand même qui est possible. J'ai une question un peu bébête, mais quand j'ai découvert le monde de la construction sur le tard, le béton m'a été présenté comme de la pierre artificielle. En fait, si on regarde bien, l'être humain était en symbiose avec le monde naturel, puis petit à petit il en est sorti, mais c'est l'accélération au XXe siècle qui crée la pollution ou autre. Et en fait, le matériau traditionnel de la construction, c'était la pierre. Donc la pierre, c'est entre guillemets géosourcé, puisque c'est carrément un morceau de montagne. Et du coup, c'est parce que c'était difficile et que ça commençait à défigurer les montagnes, il suffit d'aller à Carrare, que finalement, on a trouvé une méthode pour faire finalement de manière un peu plus économique de la pierre artificielle. Le béton, c'est vraiment, enfin, pour un enfant qui ne sait pas ou quelqu'un qui n'est pas du métier. Donc, ça fait longtemps que, de toute façon, l'être humain procède toujours par, comment dire, en essayant de refaire un peu la nature, même si, et sans être écologue, et loin s'en faut, il peut avoir commis un certain nombre de bêtises. Je vais aller plus loin sur ce modèle. Moi, quand j'étais petit, j'ai appris que le Soleil, c'était une gigantesque succession de bombes thermonucléaires. Donc le solaire, c'est par définition du nucléaire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'apprenait dans les années 60. Excusez-moi, je suis ancien. Donc, systématiquement, on cherche à reproduire finalement ce qui se passe dans la nature. Là, je trouve que l'approche biomimétique telle qu'elle est décrite, c'est d'avoir toute une espèce de cohérence si vous voulez, je vais dire de bout en bout. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu comme les fermes aquaponiques, elles cherchent à reproduire ce qui se passe de manière naturelle le long d'une rivière, c'est-à-dire que la rivière nourrit les arbres à travers les excréments de poissons, et puis les poissons, ils se nourrissent par définition de ce qui tombe de la part des arbres ou des insectes qui profitent de cette espèce de finalement équilibre global d'un système qui vit. On pense à l'équilibre, mais en fait, on voit bien que c'est un équilibre, enfin, c'est une succession d'équilibres, mais qui bouge. Hein. La preuve, c'est que la rivière, c'est pas la même l'hiver et l'été. Donc, est-ce que je me trompe ou on est simplement en train d'essayer d'accélérer
pour finalement dépolluer tout ce qu'on a fait, on va dire, pendant les phases extrêmement technologiques d'accélération, où peut-être on s'est un peu éloigné des équilibres naturels et on cherche à y revenir, ou voire même à réparer. Est-ce que je me trompe? C'est une question d'un vieux con qui est né dans une époque où la technologie, par définition, était toujours le summum. Je sais pas si... Sinon, ouais. Je pense qu'effectivement, il y a de manière globale, quand on dit que le biomimétisme, il y a aussi une ambition de transition écologique et de... Enfin voilà, il faut garder cet objectif-là devant. Et effectivement, je vous rejoins quand on se dit qu'il y a quand même plein de choses qu'on a fait qui n'étaient pas forcément les bonnes décisions à différentes époques et qui sont malgré tout inspirées de systèmes vivants. Hein. Par exemple, quand on pense à... si on parle du monde de l'agronomie, la cueillette, l'agriculture intensive, l'agriculture hors sol, on n'est pas forcément parti dans la bonne direction. Et pourtant, on a toujours été dans une forme d'optimisation et de performance dans un système vivant qui est la croissance des plantes et la culture des plantes. Enfin, voilà. Je pense que là où le biomimétisme remet un petit peu de perspective, c'est de se dire qu'il faut voir les choses aussi dans leur globalité avec cet aspect systémique et de se dire que l'objectif dans la production de tomates, c'est pas uniquement le nombre de productions de tomates, c'est aussi la qualité de mon sol, la qualité de l'eau, éventuellement la qualité de l'air avec des problématiques de pesticides aussi, etc. autour, mais de voir vraiment le sujet dans sa globalité. Et du coup, le sujet, effectivement, il vise à retravailler les choses un peu différemment, pas forcément faire un pas en arrière, mais en tout cas reprendre le sujet dans une plus grande globalité. On rencontre notamment l'aspect ACV, enfin, l'empreinte énergétique, parce qu'avec l'exemple du béton, il y a la question de son devenir aussi, lorsqu'on déconstruit, par exemple. Et c'est effectivement dans la démarche biomimétique. Alors là, aujourd'hui, on n'est pas rentré dans des détails énormes sur les démarches, mais en fait, dans toute la démarche, il y a cette question de se dire, j'ai une problématique, je veux voir comment je peux transposer cette question et cette problématique dans le monde un peu vivant. Je vois quelles solutions les espèces mettent en œuvre en fait, pour répondre à cette problématique. Donc, j'identifie une solution naturelle qui pourrait répondre à mon sujet. Et ensuite, j'étudie, et ça, c'est une étape qui est extrêmement importante, tous les facteurs dans le monde vivant qui font que cette solution elle reste viable aussi sur le long terme. Quels sont les autres facteurs autour, le fait qu'il y ait peut-être d'autres espèces dans lesquelles il y a des symbioses, le fait que peut-être voilà, il y a une autorégulation de certaines choses, etc. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à prendre en compte parce que ensuite, quand on va rebasculer sur la transposition à nouveau technologique de la solution un peu naturelle, ben, il faut aussi réintégrer en fait tous ces facteurs qui viennent autour et qui permettent d'avoir de la fonctionnalité un peu sur le long terme. Je dirais. Et pour compléter et rebondir sur ce que disait Loïc, c'est vrai qu'on a un outil qui est l'analyse en cycle de vie et qui permet en fait de quantifier les impacts d'un produit sur l'environnement. Et notamment des designers qui font du biomimétisme pour créer un produit, et notamment celui que j'ai en tête, il fait des bouilloires bio-inspirés inspirés du modèle biologique du nautile. Et en fait, pour chaque conception de produit, il va vérifier que voilà, les impacts liés à l'utilisation, par exemple, de cette bouilloire soient bien inférieurs en fait, à une bouilloire ordinaire, pour être sûr. Donc, en fait, quand vous faites une analyse en cycle de vie, vous analysez l'impact du produit pour sa réalisation, enfin sa création, sa construction pour le bâtiment, par exemple, et aussi pour l'énergie, par exemple, ou les consommations, les flux de matière, d'eau, d'énergie pendant la vie de ce produit et la fin de vie. Et en fait, il faut éviter... l'intérêt de l'analyse en cycle de vie, c'est qu'on va regarder vraiment toute une série d'impacts. Donc réchauffement climatique, mais pas que. On va regarder voilà, l'impact sur l'épuisement des ressources, l'impact sur la dégradation des écosystèmes, l'ozone troposphérique, etc., etc. Et donc comme ça, on évite aussi les transferts d'impact. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, d'un côté, par exemple, réduire les émissions de CO2, mais de l'autre côté, augmenter la production de déchets, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que l'analyse en cycle de vie, c'est vraiment un outil très intéressant pour valider en fait une solution et qui soit conçue donc, de manière biomimétique, mais valider qu'elle ait bien un impact positif en fait, sur l'environnement. Merci. Il est maintenant venu temps de clôturer cette table ronde. J'en profite pour vous rappeler que cette conférence comment dirais-je, que cette conférence en fait s'intègre, pardon, excusez-moi,
Dans le cadre de la programmation Nature en ville de Station V, et donc pour les personnes qui sont ici présentes, vous avez voilà, le détail de la programmation. Pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à aller consulter le site internet de Station V pour voir quels sont les événements qui sont programmés dans les semaines à venir, et à vous inscrire aussi parce que certains événements sont, voilà, sont soumis à inscription. Merci beaucoup à nos experts pour cette... Ah. Oui, pardon. Donc on démarre donc avec l'appui du CEBIOS depuis quelques semaines un collectif dit collectif des acteurs bio-inspirés de la région de France. Alors là, on est dans un périmètre qui est plus large que celui du bâtiment. Hein. C'est vraiment l'ambition, c'est de pouvoir rassembler des acteurs qui sont des entreprises, beaucoup d'acteurs de l'enseignement supérieur actuellement, mais ça peut évoluer. Et donc l'objectif, c'est de développer la sensibilisation, les compétences, et vraiment de pousser le sujet du biomimétisme en région de France. Et donc tout ceci appuyé par le CEBIOS avec Marie comme chef de projet, cheville ouvrière. Donc, tu peux en dire peut-être deux ou trois mots. Tu fais bien de le rappeler, Loïc. C'est vrai qu'il y a une dynamique avec 20-25 acteurs pour l'instant, donc profils variés. Et l'idée, donc, c'est pareil que dans le BioMime City Lab, hein, c'est de mettre en place des solutions d'intelligence collective pour développer le biomimétisme en région. Et en fait, autour de cette dynamique collective, il y aura également donc des expositions, une exposition itinérante qui va être déplacée en région. Il y aura des challenges pour notamment les écoles, donc pour faire des créatons, on va dire, bio-inspirés. Également des webinaires, des actions de formation, etc. Donc voilà, à venir. En tout cas, vous avez mon contact et merci Loïc pour le... Et une page LinkedIn, tout à fait. Voilà. Donc vous tapez collectif bio-inspiré en région de France sur LinkedIn, vous allez tomber sur la page. Et juste un tout petit mot de la fin pour ceux qui voudraient revoir la conférence ou revoir des informations qui ont été dites ce soir. Elle sera en replay à partir de lundi. Merci à tous. Et j'espère que l'appel de Fabien justement sur de potentielles collaborations ont été entendus. Voilà. Bonne soirée.